J'ai toujours bien aimé les trains et après j'ai toujours bien aimé aussi le côté ingénieur de construire des choses, d'assembler, de voir des choses qui bougent. Et quand je me suis mis à la programmation, de découvrir la puissance de ce qu'on peut faire avec des ordinateurs, c'était un de mes objectifs personnels au début, c'est de me lancer dans quelque chose qui puisse prendre de l'envergure jusqu'au point d'économiser 10 millions de tonnes de CO2 par an. Et donc l'empreinte d'1 million de personnes, c'est l'objectif qu'on s'est fixé chez Futurail. Bienvenue, je suis Laurent Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Je suis Lila Megraoua, journaliste. Et vous écoutez Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Changement d'époque en cours. Épisode 2. L'IA dans la mobilité. Est-ce qu'on peut dire que, enfant, quelque part, vous étiez plutôt plus que fasciné par les robots? Vous aviez déjà une fascination pour les véhicules, peut-être les trains? J'ai un peu l'impression que parmi les enfants, il y a peut-être deux passions un peu majeures, soit cette fascination pour l'espace, ou la technologie, du moins les robots, et les petits trains. C'est vrai que je peux peut-être avouer que j'avais un petit train électrique avec lequel j'ai beaucoup joué, sur lequel je me suis beaucoup investi, que j'ai toujours bien aimé les trains. Et après, j'ai toujours bien aimé aussi le côté ingénieur de construire des choses, d'assembler, de voir des choses qui bougent. Et quand je me suis mis à la programmation, de découvrir la puissance de ce qu'on peut faire avec des ordinateurs. Et du coup, la robotique, ça a été le lieu où les deux se retrouvent, où on peut appliquer l'intelligence du logiciel, mais au monde réel, des choses qui bougent et des robots et de la mobilité. Je vous propose à présent d'entrer dans la très courte histoire de la mobilité et de l'intelligence artificielle en parcourant votre histoire à vous, Alex Hague. Vous avez étudié la robotique et l'IA au MIT dans les années 2000. Vous avez démarré votre carrière dans la robotique. Vous avez notamment travaillé sur un robot, si je me trompe, qui devait traire les vaches. Puis, exact. En 2015, vous rejoignez Tesla et prenez la tête du programme autopilote avant de regagner l'Europe, où vous rejoignez Audi, puis Volkswagen, il me semble, avec Argo AI. 2022, grand écart, ou pas vraiment. Vous fondez ce qui, à l'époque, vous imaginez comme une climate tech, savoir une tech décarbonée, ou plutôt qui œuvre pour la décarbonation. Futurail, une start-up pour un train autonome. Qu'est-ce que raconte votre parcours de la mobilité et de la tech ? Donc, je prétends pas qu'il illustre un parcours standard ou général de l'évolution, mais mon parcours personnel, c'est que, les voitures autonomes, c'est une sorte de robotique où il s'agit de percevoir l'environnement, décider de ce qu'on va faire et ensuite agir en avançant à droite, à gauche, plus vite, moins vite. Et donc, dans ce sens-là, la voiture autonome est une continuation assez naturelle de la robotique. Après, il y a effectivement, à titre personnel, mais qui concerne peut-être de plus en plus de monde, j'ai toujours posé des questions par rapport à l'impact environnemental de ce qu'on faisait et ça, au fil des années, a pris de plus en plus d'importance. Mais c'est vrai qu'il y avait des prémices quand j'ai rejoint Tesla. Une de mes motivations aussi, c'était de rejoindre une entreprise qui avait une vraie mission, qui avait de la valeur pour moi, à savoir décarboner le monde des transports. Et donc, entre-temps, les voitures autonomes, je dirais, c'est un petit peu orthogonal à l'idée de décarbonation. Et donc, en fait, avec le temps, c'est devenu pour moi de plus en plus urgent de faire quelque chose pour le climat. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le ferroviaire, d'appliquer mes compétences dans le ferroviaire, puisque les trains consomment au minimum 3 fois moins d'énergie que les camions ou les voitures. Et donc, je vois le train comme une partie extrêmement importante de la solution à l'équation des transports. Alex Hague, vous avez démarré votre carrière dans la robotique. Vous avez notamment travaillé sur un robot plutôt dans l'agtech qui aidait en fait les éleveurs à traire des vaches. 2015, quelques années après, vous arrivez chez Tesla. Comment vous expliquez en fait ce passage-là entre la robotique, l'intelligence artificielle et la mobilité ? Ce qui m'attirait beaucoup chez Tesla, c'était la mission, la vision de décarboner les transports, de décarboner la mobilité, et cette conjonction en fait d'utiliser mes compétences en robotique et en logiciel et en intelligence artificielle s'appliquait particulièrement bien dans l'équipe autopilote de Tesla. Et c'est vrai que c'est après ce qui m'a décidé à aller encore plus loin en créant Futurail.
où les trains consomment encore moins que la voiture électrique. Et c'est aujourd'hui maintenant ce que j'essaye de faire avancer le plus vite possible. Le podcast s'appelle Changement d'époque en cours. On a eu peur de la roue, on a eu peur de la voiture, on a eu peur du train. Est-ce que vous comprenez qu'on ait peur de la voiture autonome qui fonctionne grâce à l'IA aujourd'hui ? Alors de la voiture autonome, oui, je comprends qu'on en ait peur. Après, je pense qu'effectivement, c'est important de faire les choses correctement. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'une voiture autonome, on peut faire n'importe quoi, et il faut vraiment que les entreprises fassent les choses correctement. Ceci dit, il y a quand même un certain cadre qui est défini. On parlait justement de réglementation au début du podcast. En Europe, c'est particulièrement bien réglementé, mais même aux États-Unis, qui sont quand même plus permissifs, il y a quand même un cadre, il y a quand même des limites. Et puis surtout aux États-Unis, les entreprises savent que si elles se plantent, elles ont une armée d'avocats sur le dos et que ça va coûter cher, donc elles réfléchissent quand même à 2 fois avant de faire n'importe quoi. Laurent ? Oui, voilà, on va faire un petit détour par vraiment l'histoire de l'IA dans la mobilité. Quand a-t-on commencé vraiment à s'intéresser à ce sujet-là ? Quand l'IA a commencé à devenir une réalité, passer peut-être de la recherche aux premiers cas d'usage, aux premières applications dans le domaine de la mobilité ? Quel est le point de départ en réalité ? Bonne question. Alors, l'intelligence artificielle, ça fait depuis les années 50 que le terme existe et qu'on en parle avec des hauts et des bas et différentes définitions derrière. Je pense que les voitures autonomes, c'est effectivement le plus gros point, ou l'aspect le plus important de l'intelligence artificielle dans la mobilité. Les premiers essais de voitures autonomes, ça date des années 90, mais les algorithmes et les matériels disponibles à l'époque n'étaient pas prêts, donc c'est pas sorti des pistes d'essai. Ça a vraiment été relancé quand Google a créé sa filiale fin des années 2000, qui est devenu plus tard Waymo. Et à ce moment-là, début des années 2010, je pense la première grande rupture technologique, ça a été justement l'utilisation de l'intelligence artificielle, à savoir des réseaux de neurones profonds, du deep learning, dans tout ce qui est traitement d'images. Donc avant, tout ce qu'on pouvait faire avec sur des images qui venaient de caméras restait relativement limité. Et ça, c'était la première rupture qui permettait d'aller beaucoup plus loin sur le traitement des caméras. Alors, c'est quelque chose que vous avez pratiqué, c'est un domaine que vous avez vu de près quand vous étiez chez Tesla. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, alors sans rentrer dans les secrets de fabrication, mais quel rôle a joué Tesla à ce moment-là ? À court terme, c'était de l'aide à la conduite, donc de rendre la conduite plus facile, plus agréable pour le conducteur, que le conducteur soit pas un opérateur de la voiture, mais juste un superviseur de la voiture. C'est-à-dire que la voiture conduise et que le conducteur soit juste là pour vérifier qu'elle fasse la bonne chose et reprendre la main si elle ne le fait pas. Ce qui représente une charge cognitive quand même beaucoup plus légère, et donc ce qui veut dire qu'on se fatigue moins quand on conduit, qu'on peut rester concentré plus longtemps. Donc ça, c'était le but premier, mais évidemment avec la vision dès le début de faire les voitures autonomes en se disant que Tesla était positionné de façon unique par rapport aux autres constructeurs. Tesla était implanté dans la Silicon Valley, au cœur de la révolution du logiciel et plus tard de l'intelligence artificielle, et donc avait vraiment une ADN qui permettait de travailler sur ces technos, ce que n'avaient pas les autres constructeurs. Et par rapport aux autres boîtes de tech, Tesla avait des voitures, des centaines de milliers, puis plus tard des millions de voitures sur les rues qui permettaient de collecter les données auxquelles les autres n'avaient pas accès. Donc Tesla, c'était assez clair dans la tête d'Elon et puis de toute l'équipe dès le début que Tesla était vraiment positionné de façon unique pour adresser ce marché. Et plus près maintenant de nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis 4, 5, 6 ans ? Qu'est-ce qui fait que la discipline a progressé ? Est-ce qu'il y a des facteurs technologiques à nouveau qui sont propres à l'application de l'IA dans la mobilité ? Oui, alors il y a eu d'énormes progrès sur les 5 dernières années. D'abord, quand donc moi j'y étais en 2014 à 2016, c'était effectivement le tout début de l'intelligence artificielle. Et donc Google, par exemple, était parti sur des méthodes plus traditionnelles et donc se sont adaptés après à l'intelligence artificielle, ont dû refaire pas mal de leur développement. Tout s'est énormément développé. Enfin, le plus gros, c'est sûrement au niveau des algorithmes. On a fait d'énormes progrès, mais c'est intimement lié au développement du matériel. Donc, les puces qu'on avait en 2015 sont ridicules par rapport aux puces qu'on a aujourd'hui. Donc, ça fait évidemment une énorme différence. Et puis après, au niveau des capteurs aussi, ça a stimulé le marché pour développer des capteurs plus performants, qui voient plus loin, qui ont une résolution plus élevée. Du coup, aussi génèrent plus de données, mais qu'on sait traiter. Donc, ces 3 aspects. Et puis peut-être en 4e, je rajouterais le talent pool, la disponibilité, le nombre d'ingénieurs qui connaissent cette technologie et qui savent travailler sur cette technologie. Donc ça fait que aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, ou beaucoup moins difficile, on va dire, de résoudre ce problème que ça ne l'était il y a 5 ou 10 ans. Pensez à un autre, on va dire, champ d'application de l'intelligence artificielle dans la mobilité auquel on ne pense pas tant que ça.
ce serait la conduite assistée, non ? Avant d'arriver, en fait, on parle énormément de ces véhicules complètement autonomes. Il y a énormément de fantasmes autour de ça, mais avant d'y arriver, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre étape qui serait en fait une conduite augmentée par l'intelligence artificielle ? Si, effectivement, et ça c'est déjà le cas, et ça aussi c'est une tendance claire et établie aujourd'hui, que de plus en plus de voitures, pratiquement toutes les voitures aujourd'hui ont un régulateur de vitesse adaptatif, de plus en plus de l'aide au maintien de voie, de plus en plus de fonctions, et effectivement, ces fonctions intègrent de plus en plus de l'intelligence artificielle. Je dirais, c'est pas encore des gros modèles d'intelligence artificielle comme on peut voir ailleurs, ça reste assez petit et limité, mais c'est vrai aussi que ce qu'on disait avant avec l'accélération de la puissance du matériel, des calculateurs, on peut faire sur des petits calculateurs. Enfin, ce qui est petit aujourd'hui, finalement, il correspond à quelque chose qui était grand avant, et donc on peut faire tourner des modèles de plus en plus complexes, effectivement, pour ces tâches-là. Et donc là, par contre, c'est clair que ça, c'est un marché qui existe aujourd'hui, tout ce qui aide à la conduite, et qui est en très forte croissance, et qui est une grosse source de revenus et de marge pour les constructeurs. On le disait un peu plus tôt, vous avez rejoint Audi, Volkswagen avant de créer Argo AI. Est-ce que vous avez ressenti une différence en fait entre cette approche de la mobilité qui était présente chez Tesla et ensuite chez Audi? Là, d'un coup, vous vous retrouvez du côté du constructeur automobile. Oui, tout à fait. Alors, Tesla est un constructeur automobile aussi, mais c'est vrai que c'est un traditionnel. Voilà, c'est ça. Ouais. J'entends. C'est ce à quoi je faisais allusion, c'est qu'effectivement, c'était assez surprenant de voir de la différence, comment les choses fonctionnaient chez Tesla, où il y avait un certain nombre de choses que je trouvais très bien faites, mais sans me rendre compte à quel point d'où partaient d'autres entreprises plus traditionnelles. Et donc, c'est vrai qu'il y a effectivement une grosse différence chez les constructeurs traditionnels, dont tout l'héritage, la culture, quels managers sont promus, etc. C'est des disciplines complètement différentes que ce qu'il faut aujourd'hui. Et donc, ça prend du temps pour ces entreprises de vraiment internaliser ce que ça veut dire faire du logiciel, faire de l'intelligence artificielle, gérer des data, etc. On pense aussi à ces voitures volantes promises depuis très longtemps par la science-fiction. Bon, là, maintenant qu'on s'est dit ça, on est en 2024. Tesla va devoir rapatrier certains de ses véhicules pour corriger son programme. On a Aurora, qui est un autre acteur de cette mobilité autonome, qui annonce licencier 3% de ses effectifs. Hyperloop, depuis, est enterré. En matière de futur de la mobilité, est-ce qu'on ne peut pas dire que demain a été annulé? Vous en pensez quoi, Alex Hague? Oui, j'irai pas si loin. Je pense que c'est une correction. Il y avait clairement du hype sur les voitures autonomes. On a promis des choses qui étaient pas tenables. Et donc maintenant, c'est l'heure de la correction. La réalité, c'est que d'un point de vue technique, les voitures de Google, donc Waymo, tournent à Phoenix et San Francisco. Donc là, les gens payent pour se déplacer. Donc ça marche aujourd'hui. La question encore, c'est le business model. Pour l'instant, ils dépensent beaucoup d'argent pour faire tourner ça. Mais si les prix baissent et que le volume augmente, il y aura un point de rentabilité, forcément, ouais. Quels sont les principaux freins comportementaux? Vous voulez dire des autres individus? À la fois des conducteurs et peut-être que ça se joue aussi du côté de la confiance des passagers. Serait, selon vous, le frein principal, en fait, au développement de ces véhicules complètement autonomes? Oui. Pour l'instant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le frein principal, c'est le frein économique, qu'on peut lier éventuellement au côté technique, parce que ça a coûté plus cher que ce qu'on a prévu de développer la technologie. Ça demande plus de puissance de calcul, des algorithmes plus complexes, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, on a quand même des solutions qui marchent. Par contre, qui ne marchent pas encore à un point d'équilibre rentable. Donc, il faut que le coût du matériel baisse, qu'on puisse développer avec moins d'ingénieurs et que le volume augmente, qu'on déploie plus de voitures autonomes. L'acceptation des passagers, ça, j'y ai pas trop peur. Enfin, je me souviens de mon expérience chez Tesla quand on mettait des gens pour la première fois dans les voitures autonomes en 2015. Enfin, techniquement pas autonome avec l'aide à la conduite, mais avec autopilote. On voyait les personnes complètement stressées les premières minutes. Et on les voyait à vue d'œil se détendre et prendre confiance dans le système. Et du coup, même à un point où on avait trop de confiance et les gens faisaient trop confiance à la machine alors qu'ils ne devaient pas complètement lui faire. Mais donc, pour les passagers, il n'y a pas vraiment de problème. Après, c'est plus une question d'acceptation de la population. On voit un petit peu des choses à San Francisco où si les voitures font pas attention, si elles augmentent un peu trop le trafic, si elles bloquent le trafic, là, ça peut vite énerver du monde.
Alors, on va garer la voiture quelques minutes, parce qu'en fait, réduire la mobilité autonome et l'IA dans la mobilité à la voiture, ce serait évidemment un peu un malentendu, on passerait à côté d'une grande partie du sujet. Aujourd'hui, où se situent les autres domaines d'application intéressants? Est-ce qu'on se parle des infrastructures de transport, de modélisation des flux, où l'IA est-elle en train de changer la donne, de nous faire changer d'époque? Vous allez forcément me parler du train, on va se parler de Future Rail, mais peut-être juste avant de parler de Future Rail, où vous voyez aujourd'hui, en 2024, les domaines les plus passionnants, les plus prometteurs, les plus en rupture peut-être? J'en vois pas mal dans tout ce qui est infrastructure et gestion des systèmes complexes et des trafics notamment. On en voit aussi dans tout ce qui est toujours l'infrastructure côté maintenance prédictive. Par exemple, notamment dans le ferroviaire, des entreprises qui mettent pas mal de capteurs partout pour essayer de prédire quand un aiguillage devra être réparé ou une portion de rail ou quand est-ce qu'il y a un défaut. Pareil à bord des véhicules aussi. Donc ça, c'est un gros système. Après, sur toute la partie interface client, utilisation, prévoir les demandes pour pouvoir adapter au mieux l'offre à la demande. Voilà, par exemple, des exemples d'applications. Et est-ce qu'il y a des acteurs, au-delà des constructeurs automobiles ou des opérateurs de transport, est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui émergent sur certains de ces aspects-là? Oui, tout à fait. Sur la mobilité en particulier, je dirais pas ce qui attire plus facilement les capitaux, c'est tout ce qui reste plus éloigné du matériel et qui est plus purement de traitement de données, donc la partie logicielle, IA, data, etc. Donc là, il y a pas mal d'acteurs qui essayent de se positionner pour trouver une source de données et agréger ça, avec l'avantage que du coup, c'est leur cœur de métier par rapport aux fabricants. Mais du coup, la clé, effectivement, c'est l'accès à la data, quoi. C'est là où les historiques peuvent avoir un avantage s'ils le jouent bien, c'est qu'ils contrôlent une partie de la data. Mais donc, je pense que ce qu'on va voir le plus souvent, c'est des partenariats entre des sociétés nouvelles qui savent bien traiter la data, mais qui l'ont pas forcément, et des acteurs plus historiques qui c'est pas leur cœur de métier et qui essayent de s'adapter, mais pour qui c'est difficile, mais qui reposent sur une mine d'or. Et il me semble qu'un des marqueurs en 2015, je me souviens, c'était au Mobile World Congress, qui est un peu un grand raout à Barcelone, qui réunit tous les grands acteurs du mobile, non pas de la mobilité, mais du mobile. Et à l'époque, Ford, le constructeur automobile, donc, avait annoncé non mais nous, on n'est plus un constructeur automobile. On est un fournisseur de solutions de mobilité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on continue à retrouver, cette volonté de la mobilité comme un service? Quelles sont peut-être les solutions les plus prometteuses, pour reprendre la question de Laurent? Oui, alors plusieurs choses. Donc effectivement, cette annonce par Ford, je pense qu'elle a été reprise par plusieurs constructeurs qui ont essayé de se positionner sur le segment de la mobilité de manière générale. Volkswagen a aussi essayé de se définir comme une société de logiciels avant tout, en disant on va faire des ordinateurs sur roues. Je pense que la vision est juste, qu'elle correspond à la réalité. Après, à nouveau, c'est la difficulté de mise en œuvre qui a fait un rappel à la réalité pour un certain nombre de constructeurs. Mais la vision, je pense que la vision reste là, que ce que demandent les gens, c'est... Enfin, il y a une partie qui demande une belle voiture, mais la plupart demandent je veux aller du point A au point B et facilitez-moi la vie. Et donc ça peut être des solutions de mobilité en voiture privative, mais c'est aussi, je pense que là où il y a un gros potentiel, c'est le multimodal et l'intégration de différents moyens de transport en disant je prends ma voiture jusqu'à la gare, après je prends le train, après je prends un bus en ville et après je finis à pied et par contre que ce soit fluide et qu'il y ait des applications ou autres aides qui organisent ça pour vous et que ça se passe bien, hein. On va parler train. Parlons du train. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une société qui s'appelle Future Rail. Le train autonome, comment ça marche et à quoi c'est censé servir? Ouais, alors comment ça marche? Je dirais c'est relativement simple. On a des caméras et d'autres capteurs type lidar et radar sur le train qui permettent de percevoir l'environnement, de voir ce qui se passe autour de nous, devant nous. Du coup, de contrôler, à partir de ça, générer une consigne de vitesse pour le train, contrôler la vitesse du train. Et donc, en temps normal, suivre le plan de route. S'il y a des feux rouges, si la signalisation est fermée, s'arrêter.
Et s'il y a d'autres obstacles imprévus sur la voie, ce qui arrive régulièrement dans les campagnes, c'est d'avoir une vache qui s'est égarée, qui traîne sur la voie, que le système puisse déclencher l'arrêt d'urgence et arrêter le train avant qu'on ait une collision. Donc ça, c'est comment ça marche. À quoi ça sert? À plusieurs choses. En premier, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un grand manque de conducteurs. Donc en fait, on a pas mal de trains qui sont supprimés parce qu'on n'a pas assez de conducteurs. On est trop tendu sur les conducteurs. Dès qu'il y en a un qui est malade, on est obligé d'annuler le train. Et même souvent de façon préventive, comme on n'a pas assez de conducteurs, on supprime des trains le soir ou on espace la fréquence. C'est un constat qui vaut, en France, en Europe, c'est... En Europe, oui. En Allemagne, c'est encore pire. Avec le niveau de chômage qui est encore plus bas, ils ont encore plus de mal à trouver des conducteurs. Et donc, quand on parle aux opérateurs, c'est le problème numéro 1. Trouver les conducteurs, les former et après les garder. Sachant qu'il faut savoir aussi que ça prend 1 an de former un conducteur. C'est des métiers extrêmement qualifiés, qui sont difficiles aussi. Quand on fait de la longue distance, on part de chez soi plusieurs jours, on travaille de nuit. On est tout seul dans sa cabine, personne avec qui parler. Pourtant, il se passe en général pas grand-chose. Mais le jour où il se passe quelque chose, il faut être prêt. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être concentré tout le temps. Donc voilà, donc le manque de conducteurs, c'est le gros point. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire tourner plus de trains, en dehors des heures creuses notamment, sur les petites lignes qui sont délaissées aujourd'hui. Et du coup, offrir un bien meilleur service avec plus de fréquences, plus de fiabilité et attirer plus de monde. Alors, je reviens un tout petit peu sur le comment ça marche. Si on est usager du métro, si on habite dans un grand centre urbain, à Paris par exemple, on a pu voir des lignes de métro être automatisées récemment. Alors, si on est complètement agnostique, il y a sûrement des auditeurs qui le sont, le train autonome demain, c'est pareil, il faut transformer la voie pour permettre un train autonome, ou la voie actuelle, l'infrastructure de déplacement, elle ne subit pas de changement, c'est uniquement le train qui est transformé. Comment ça va marcher? Voilà, c'est ça la grosse différence, c'est que dans le métro, on est dans un milieu complètement fermé. On a des portes palières en gare. Ensuite, on est dans des tunnels. Si jamais on sort, on est sur un pont protégé par des grillages. On n'a jamais de passage à niveau. On traverse pas de forêt. On traverse pas de champs. On traverse pas de zones où il peut y avoir des piétons. Et donc, c'est ça la grosse différence, c'est qu'on peut pas se permettre d'appliquer la même chose à toutes nos lignes. Ça coûterait beaucoup trop cher de remplacer tous les passages à niveau, de grillager tout du long. Et donc, la solution qu'on propose, justement, permet d'éviter des investissements dans l'infrastructure pour pouvoir faire tourner des trains autonomes aussi sur nos lignes de campagne. Donc, on augmente des trains existants, c'est ça? On Exactement. ajoute des capteurs essentiellement sur les locomotives, sur le train lui-même. Voilà, les trains ou les locomotives. Et à côté de ça, il y a une partie logicielle qui traite le signal, c'est ça? Voilà, complètement. Et donc, c'est le cœur de métier de Futurail, c'est de développer tous les logiciels et toute l'intelligence artificielle qui traite ces capteurs, qui traite les données de ces capteurs pour surveiller l'environnement et détecter quand il y a une situation anormale. Et alors, donc on suppose qu'il n'y a plus personne aux commandes, il n'y a plus d'êtres humains aux commandes dans la cabine du train. Est-ce que ça, c'est une vision cible, ou est-ce qu'il y a une phase transitoire pendant laquelle il y a encore un humain, quelques années? Et puis quand il n'y a plus d'humains dans le train, il y a un centre de contrôle quelque part avec des êtres humains qui pilotent ce système? Voilà, tout à fait. Donc, on va y aller de façon incrémentale. On va pas tenter directement d'aller sur Mars. On va faire une première étape sur la station internationale, ensuite sur la Lune, et après on ira sur Mars. Donc, concrètement, c'est effectivement ces premières étapes, c'est de l'aide à la conduite. Donc, il y a toujours un conducteur, c'est comme dans les voitures, mais le train se conduit tout seul et le conducteur est là pour superviser juste en cas de problème. Il y a une autre étape où il y a quelqu'un dans le train, mais pas forcément aux commandes. Donc, par exemple, ça peut être le contrôleur ou quelqu'un d'autre qui aide les passagers. Et que cette personne ne sert que en cas de panne, pour reprendre les mains si le système est en panne. Et enfin, à terme, on est comme dans le métro, mais sur les lignes de campagne où il n'y a personne à bord. Et même là aussi, ça peut se faire en plusieurs phases. Automatiser d'abord les mouvements en gare où il n'y a pas de passagers qui se font à petite vitesse. Ensuite, par exemple, on va faire les lignes où il n'y a pas de neige, où il n'y a pas de conditions difficiles. Et progressivement, on va ajouter de la complexité aux situations dans lesquelles le train autonome fonctionne. Et au niveau du timing, alors vous êtes basé en Allemagne. Oui, en France et en Allemagne. On a vu, il me semble que c'était été 2022, l'Allemagne qui lance son Klimaticket, son ticket climat, l'Autriche aussi. Donc, à savoir que ça permet aux passagers munis de ce ticket climat de pouvoir utiliser tout le réseau ferroviaire allemand et autrichien régional, à très bas coût, régional. L'ambition de Futurail, ce serait de permettre à ces mêmes passagers de pouvoir utiliser un train autonome à la fois sur le réseau ferroviaire régional, mais aussi national. Vous avez cette ambition-là? Oui, tout à fait. Alors, pour nous, l'idée, c'est que ce soit transparent pour le passager, qu'il y ait un conducteur ou pas. On commence effectivement par les lignes régionales.
parce que c'est un peu plus simple techniquement quand on va à plus basse vitesse sur certaines lignes où il n'y a pas d'autre trafic. On commence même en fait par les toutes petites lignes, ce qu'on appelle les lignes dessertes fines du territoire en France, pour justement proposer un vrai service sur ces lignes avec un cadencement à l'heure ou à la demi-heure en heure de pointe, ce qui est impossible à faire actuellement avec le matériel et les contraintes de conducteurs actuelles. Mais c'est une première étape. On va augmenter la complexité de façon progressive, après aller plus vite, aller sur des lignes plus longues, plus grandes. Et après, notamment, le fret est un domaine où il y a un gros besoin d'aide, où c'est difficile de trouver les conducteurs. Et c'est seulement en tout dernier qu'on automatisera les TGV. Vous faites le pari avec cette technologie de rendre le train toujours plus compétitif par rapport à d'autres modes de transport décarbonés. C'est ça qu'on comprend en arrière-plan. Exactement, oui. C'est qu'on ait des trains autonomes avant d'avoir des voitures autonomes ou des camions autonomes. Ça fait le lien avec une question, je vous invite à nouveau reprendre un peu de recul. L'IA permettrait de nouveaux modes de mobilité, mais tout ça est à concilier avec le contexte environnemental, évidemment. Si demain je peux me déplacer plus avec l'IA, est-ce vraiment une bonne chose ? Comment vous voyez ça ? Vous êtes justement avec Futurail un acteur d'une mobilité fortement décarbonée avec le train. Tout gain de fonction dans la mobilité grâce à l'IA n'est pas forcément bon à prendre. Alors, je ne sais pas si vous faites référence à l'effet rebond, à savoir si c'est plus facile de bouger, de se déplacer, on va se déplacer plus. Donc ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut que ce soit qu'à un moment, enfin, moi, je suis assez pour une taxe carbone ou que d'une façon ou d'une autre, le vrai coût environnemental soit reflété dans ce que payent les individus. Par contre, ça n'empêche pas qu'on essaie quand même d'améliorer notre quotidien et qu'avec les nouvelles contraintes environnementales qu'on se rajoute, on a des nouvelles solutions type IA qui permettent qu'on ne régresse pas dans notre mode de vie, on s'adapte juste, on fait les choses différemment, mais qu'au total, on a un impact environnemental beaucoup plus faible. Après, je dirais, l'IA elle-même, je pense pas qu'elle ait un impact énorme. Enfin, c'est vrai qu'on parle toujours beaucoup des consommations électriques de l'IA. C'est vrai qu'elles sont importantes, mais je veux dire, dans un véhicule, si on le rapporte à la consommation du véhicule, ça reste assez faible. On a des véhicules de plusieurs dizaines de kilowatts, là où l'intelligence, si on met 100 watts d'intelligence artificielle à bord, c'est déjà énorme. Donc, ce sera 1% de la consommation de véhicule. Donc, c'est pas ça qui fera une énorme différence. Hormis la consommation électrique pure et dure du véhicule, il y a également en fait la consommation qui est induite par l'entraînement des modèles qui nourrissent l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi pour concevoir Futurail ? Oui, tout à fait. En fait, on a appelé ça un carbon case, de la même façon qu'on fait un investment case, pour calculer combien de carbone on va émettre pour développer notre solution et combien de carbone on va faire économiser à nos usagers, qui du coup ne prendront pas la voiture, mais prendront le train parce que le train est un meilleur service. Donc on a fait un modèle Excel assez précis et qui montre qu'on a un total positif très très largement. Mais effectivement, c'est un sujet à prendre en compte et c'est effectivement l'entraînement et tout le stockage des données, tout ce qu'on fait dans le cloud, c'est une partie assez importante de nos émissions, mais qui reste faible devant tout le gain qu'on permet à nos utilisateurs. Donc c'est quelque chose que vous avez pris en compte ? Oui, on l'a pris. C'était un de mes objectifs personnels au début, c'est de me lancer dans quelque chose qui puisse prendre de l'envergure jusqu'au point d'économiser 10 millions de tonnes de CO2 par an, donc l'empreinte d'1 million de personnes. C'est l'objectif qu'on s'est fixé chez Futurail. Et plus généralement, sur ces questions de mobilité, est-ce que vous pensez que l'Europe est bien positionnée ? Est-ce qu'il y a un modèle européen de la mobilité autonome ou de l'IA dans la mobilité ? Est-ce qu'on est dans les temps ? Alors, oui, je suis assez convaincu que l'Europe a beaucoup de cartes à jouer, que l'Europe a sa place dans le monde. Que l'Europe a plein d'atouts, que ce soit au niveau de ses ingénieurs, de sa population qui est très bien formée, de justement cette éthique qui existe en Europe et dont je suis convaincu qu'elle permet de nous souder, mais qu'elle va aussi permettre de nous guider et de nous protéger dans l'avenir. Et puis après, un grand marché, notamment dans le ferroviaire, c'est le premier marché mondial. Les gens ont vraiment de plus en plus envie de faire attention à leur empreinte climatique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que l'Europe a toute sa place dans le monde. Mais alors peut-être repartons sur un sujet un peu plus terre à terre. Aujourd'hui, si je prends l'avion, même si je prends le train, je peux payer une option plus chère pour avoir Internet.
est-ce que demain, je vais devoir payer plus cher des mobilités augmentées par l'IA? Est-ce que demain, j'aurai une expérience de mobilité augmentée par l'IA en option et un modèle à 2 vitesses avec moins de services et une mobilité à l'ancienne, sans IA, à un coût moindre? Est-ce que c'est des business models ou des réflexions qui vous semblent poindre à l'horizon ou c'est pas encore un risque selon vous? En fait, je le mettrais pas vraiment comme ça. Je dirais plutôt ce que l'IA permet, c'est plus de disponibilité des passagers. Et donc après, la question, c'est comment ce temps est utilisé, cette disponibilité est utilisée. Mais je ne sais pas s'il y a des applications vraiment spécifiques à la mobilité ou si c'est juste parce qu'on peut faire partout ailleurs, chez soi ou chez des amis. Maintenant, on peut le faire pendant ses déplacements. Et donc, c'est les mêmes services qui seront disponibles pour les utilisateurs. Et après, aussi se pose la question de est-ce que c'est l'utilisateur qui paye pour ça ou est-ce que c'est des services subventionnés par la publicité ou autre, par différentes entreprises qui pourraient communiquer certains messages pendant ces temps-là. Tant qu'on a le choix, pourquoi pas, s'il y a des personnes qui préfèrent voyager pas cher et avec un écran de publicité et d'autres qui préfèrent voyager plus cher sans publicité, je dirais que c'est la même chose que pour la plupart des sites d'information aujourd'hui. On a le choix d'avoir des informations avec de la publicité et on paye pas, ou sans publicité et on paye. Alex Hague, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous effraie pas un peu? Est-ce que c'est souhaitable, en fait, un véhicule totalement autonome? Ouais. Alors, il y a une question un peu plus générale de ce qu'on fait de l'avancée de la technologie et je pense que c'est important effectivement qu'on reste maître de nos choix parce que finalement ça s'applique déjà à pas mal de choses aujourd'hui qu'on peut questionner. Est-ce que ça a du sens de faire ci ou ça? Et donc je pense que la technologie a vraiment à nous apporter. Ça peut vraiment rendre nos vies meilleures, mais il faut pas non plus qu'on soit esclave de la technologie. Sur les voitures autonomes plus spécifiquement, du coup, je le vois aussi comme quelque chose d'assez terre à terre. Je vois plus la mobilité autonome plutôt pour des plus petits trajets, peut-être même pour amener des véhicules vides d'une personne à une autre, pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir tout le temps son véhicule, mais quand on en a besoin, on en a un qui vient à nous. Je pense qu'on est quand même la vision. Je pense que là aussi, on a exagéré un peu la vision on allait avoir notre bulle et se déplacer tous dans notre bulle. À la fin, il faudra quand même toujours qu'on ait une ceinture de sécurité. On sera quand même jamais super bien installé dans une voiture. On sera jamais aussi bien qu'à une table. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple, dans un avion, voilà, on peut bouger, mais on a toujours, il faut rester attaché, le siège droit quand on est à l'atterrissage et au décollage, qui sont les phases dangereuses. Et une voiture, elle est un petit peu tout le temps dans la phase d'atterrissage et de décollage. Donc, on sera jamais, voilà, on sera toujours dans un environnement un peu contraint, et donc ça restera quelque chose de pratique qu'on fait, qui est pas le truc le plus confortable, mais parce que ça nous déplace d'un endroit à un autre, on est très content de le faire, quoi. 10% des Allemands ont déclaré aimer davantage leur voiture à leurs compagnes et compagnons. C'est un vrai chiffre. Est-ce à dire que la voiture autonome ne marchera jamais en Allemagne, tant les automobilistes, tant les Allemands aiment la voiture comme en fait un outil, un symbole de liberté, la liberté de se déplacer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y en a quand même 90% qui préfèrent leur compagne à la heureusement. voiture. Donc ça laisse un marché quand même important de gens qui sont pas aussi attachés que ça au symbole. Mais ceci dit, après, à nouveau, je pense que c'est pas exclusif. On peut posséder une belle voiture autonome et être fier que sa voiture soit autonome et de montrer à quel point elle est autonome et d'arriver dans sa voiture high-tech autonome. Donc, c'est pas impossible. Sauf que pour l'instant, les voitures autonomes qui existent, c'est des robotaxis parce que ça reste extrêmement cher. Et donc, on est encore assez loin d'avoir des voitures autonomes à moins de 100 000 euros. Donc, c'est pas encore demain que tout le monde aura sa voiture autonome. Est-ce que vous pensez que peut-être dans le futur, il y aura cette espèce d'objet qui sera le train autonome, au même titre qu'aujourd'hui, on a une affection pour le TGV, qui est le TGV? Peut-être, oui. Je pense qu'au début, en tout cas, ce sera une première et les gens seront contents de pouvoir être à l'avant du train et voir qu'il n'y a pas de conducteur et voir la vue de devant, finalement, parce que c'est assez sympa en train de pas juste voir le côté, mais de voir le devant. Mais je pense que rapidement, les gens vont s'y habituer et ça fera plus tellement de différence. Enfin, ce qui va compter, c'est plus quand ils pourront dire cette ligne, elle marche bien, on n'a pas de problème, ils sont pas obligés de supprimer des trains dès qu'il y a un conducteur malade ou des choses comme ça. Je pense que c'est plus ça que les gens vont vraiment retenir après. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment quelque chose qui serve directement les passagers.
Si on devait tracer un portrait robot, elle ressemblerait à quoi la personne mobile du futur? Selon vous, vous l'avez esquissé? Il serait en voiture, en train, il marcherait, il prendrait des véhicules que pour des longs trajets, il serait actif dans sa mobilité, il serait assisté par l'IA. Il ressemblerait à quoi? Oui, moi, effectivement, j'ai cette vision relativement claire. Après, ça dépend de où on habite. Il faut être clair par rapport à ça. C'est sûr que quand on habite dans des zones moins denses, les choix sont plus limités. Mais quand on habite en ville, comme je disais, ma vision, c'est on fait les déplacements à pied, en vélo, c'est le premier moyen de transport. Ensuite, les transports en commun. Ensuite, en ville, je pense qu'on a vraiment pas besoin d'avoir sa propre voiture de nos jours. Il y a de plus en plus de réseaux d'autopartage qui se développent. Moi, c'est ce que j'utilise. Ça marche très bien pour nous quand le week-end, on a besoin de partir un peu plus loin ou pour les vacances ou pour aller voir la famille. Et puis après, sur les longs trajets, le train. La voiture, c'est que quand on va dans une zone peu dense qui est mal desservie. Et puis dès qu'on est dans une zone dense, le train, c'est le premier moyen de transport avec éventuellement location de voiture à la gare d'arrivée. Si on va un peu plus loin que la gare. C'est ça ma vision, on n'a pas besoin d'avoir son propre moyen de transport et que c'est tout bien intégré, que les correspondances sont bien faites, que la tarification, les achats soient bien organisés pour que l'expérience soit fluide. Donc finalement, un peu le meilleur des deux mondes. Exactement, oui. Eh ben, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alex Hague. Merci. Ce voyage dans la mobilité nourri par l'intelligence artificielle touche à sa fin. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle escale de Changement d'époque en cours. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur converteo.com, Apple Podcasts, Spotify et toutes vos applications de podcast préférées. À bientôt. Merci à vous d'avoir pris le train en marche dans cet épisode sur l'IA et la mobilité avec Alex Hague, le fondateur de FutureRail. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Retrouvez également Filter.IA, notre newsletter dédiée à l'IA sur la page LinkedIn de Converteo. Si vous souhaitez nous écrire, c'est par ici, changement@converteo.com, où on attend vos commentaires, vos remarques, vos idées de sujets pour les prochains épisodes. Je remercie toute l'équipe de Converteo qui m'aide à préparer ce podcast, Mathilde Millet, Raphaël Fétic, Charles Le Tailleur. Et un très grand merci aux équipes de Magellan qui nous aident à réaliser l'émission, Cécilia Gabizon, Yanis Hachemi, Raphaël Camoun. Merci à toutes et tous. On vous retrouve très bientôt. Salut.